Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci Bruno pour venir nous parler de cette œuvre de Verdi que nous allons voir le 15 décembre prochain à l'Opéra de Paris. Et je ne vais pas prolonger le temps, le temps de l'introduction. Tout le monde vous connaît bien et on a hâte de vous écouter avec votre passion et votre ferveur habituelle, nous offrir la dégustation avant l'œuvre. Surtout que c'est un plaisir de parler de Verdi, qui est pour moi une passion. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc ce soir vous parler d'un spectacle qui sera donc donné au mois de décembre à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Bastille, qui est La Force du Destin, de Giuseppe Verdi, dans la mise en scène de Jean-Claude Auvray. Nous y reviendrons, nous parlerons un peu plus tard du metteur en scène. Donc, c'est une production qui date de 2011 et c'est la deuxième fois que nous reprenons cette production. Alors, le spectacle dure 3h50. Il y a 2 entr'actes. C'est un mélodrame en 4 actes, en langue italienne, bien sûr, puisque c'est un opéra de Verdi. Alors, quelques mots d'abord sur la genèse de La Force du Destin. Alors, il faut d'abord reprendre le contexte. En 1859, Verdi écrit Un bal masqué et le succès d'Un bal masqué va être relatif. Verdi va être extrêmement déçu par l'accueil réservé à Un bal masqué et il va décider d'arrêter la composition. Donc pendant 2 ans, jusqu'en 1861, Verdi se retire dans ses terres, sa grande propriété de Sant'Agata dans la région de Parme, et il dit à tous ceux qui veulent l'entendre, je ne composerai plus pour l'opéra. Et puis, 1861 arrive, et il reçoit une lettre d'un ténor qui s'appelle Enrico Tamberlik, qui écrit au nom des théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg. Pourquoi? Parce que les théâtres impériaux veulent commander un nouvel opéra à Verdi pour la saison 1861-1862, la saison d'hiver. Et ils se disent que par le truchement de Tamberlik, qui est un ami de Verdi, peut-être qu'ils parviendront à leur objectif. Verdi hésite, et puis il se trouve que Giuseppina Strepponi, qui est la compagne de Verdi, future femme de Verdi, va vraiment aussi peser dans la balance, encourager Verdi à reprendre la composition. Et donc Verdi accepte la commande des théâtres impériaux. Alors, la première idée qu'il a, c'est d'adapter Ruy Blas de Victor Hugo. Il adore Victor Hugo, on le sait. Rigoletto, par exemple, est une adaptation de la pièce Le Roi s'amuse. On sait que c'était un grand maître de Verdi, Victor Hugo. Et donc, il veut adapter Ruy Blas. Et puis finalement, la censure pétersbourgeoise est contre. Il abandonne très vite le projet. Et donc, il va jeter son dévolu sur une pièce espagnole d'un certain Ángel Miguel de Saavedra, duc de Rivas. Cette pièce s'appelle La Fuerza del Sino en espagnol. C'est une pièce qui a été créée à Madrid en 1835 avec un succès colossal. Très vite, le duc de Rivas a été comparé à Victor Hugo. On a parlé du Victor Hugo espagnol. Et donc, forcément, Verdi a entendu parler de cette pièce. On sait que Verdi aime les pièces espagnoles. Ce n'est pas la première fois qu'il les adapte, puisque en 1851, il avait adapté El Trovador, qui deviendra le Trouvère, d'un certain Gutiérrez, chez lequel il ira également puiser pour Simon Boccanegra. Donc, on voit bien l'intérêt que Verdi peut avoir pour le théâtre espagnol, et donc, il décide d'adapter La Fuerza del Sino. Et il va demander à son ami Francesco Maria Piave, qui est un librettiste italien de renom, qui va collaborer 7 fois avec Verdi. Rigoletto, la Traviata, ce sont des livrets de Piave. Et donc, il va demander à Piave d'adapter la pièce du duc de Rivas. Ce qui va être fait, le travail va se faire en très bonne collaboration, très bonne entente. Enfin, Verdi avait l'habitude de travailler avec Piave. Et puis finalement, l'opéra est prêt pour la fin 1861, ce qui était prévu au départ. Et puis, Verdi fait le déplacement à Saint-Pétersbourg avec sa compagne, la Strepponi. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le destin s'en mêle, déjà, la force du destin. La soprane qui devrait chanter le rôle de Léonora tombe malade. Et la création est reportée d'1 an. Ce n'est qu'en 1862, en novembre 1862, que l'opéra sera créé à Saint-Pétersbourg, où ça, dans l'actuel théâtre Mariinsky, qui avait été ouvert depuis quelques mois. C'est le Mariinsky qui va créer La Force du Destin en novembre 1862. Alors, qu'est-ce que va faire Verdi? L'accueil de La Force du Destin est un accueil plutôt bon
au niveau du public, mais la critique est réservée. La critique est réservée parce qu'elle considère que l'œuvre est un peu disparate, qu'elle manque d'unité. C'est souvent le reproche qui sera fait à Verdi pour La force du destin. Et puis une cabale aussi va être montée par les nationalistes russes, qui considèrent qu'il est scandaleux que le Mariinsky qui vient d'ouvrir ait confié le soin à un Italien d'écrire un nouvel opéra que l'on aurait pu confier à un compositeur russe le soin de le faire. Cette cabale va donc faire que l'accueil de La force du destin, que je disais, va finalement être mitigé. Et Verdi va se dire qu'il faut qu'il retravaille sa partition. On sait que Verdi retravaillait en permanence ses partitions. Simon Boccanegra a fait l'objet de 2 versions, Jérusalem, et aussi il y a 2 versions, Aroldo et Jérusalem. On a également aussi Stifelio qui va faire l'objet de 2 versions, Don Carlo qui va faire l'objet de 2 versions, et donc, La force du destin va faire l'objet de 2 versions. Pendant 7 ans, Verdi va remettre donc l'ouvrage sur le métier. Et il va commencer à retravailler avec Piave, et puis Piave va tomber malade. Et donc, il va être obligé de confier le soin à un certain Guy Lanzoni, qui sera le futur librettiste d'Aïda, de finaliser la nouvelle version de La force du destin, qui sera créée avec énormément de succès à la Scala de Milan en 1869. Et c'est vraiment cette nouvelle version de 1869 qui va définitivement imposer La force du destin au répertoire. Alors, vous allez me demander, mais quelle est la différence entre les 2 versions? Elles ne sont pas minimes. La première grande différence, c'est que dans la version de 1862, il y avait un prélude, un court prélude. En 69, Verdi écrit cette ouverture si connue de La force du destin. Ce n'est qu'en 69 qu'il écrit cette ouverture et non pas en 62. Deuxième grande différence, nous allons parler de l'argument, mais la fin est différente. J'y reviendrai, mais la fin n'est pas la même en 1862 et 1869. Troisième différence importante, dans l'acte 3, il va réorganiser l'acte. Il y a 2 grands tableaux dans l'acte 3. À l'origine, le deuxième tableau était le premier était le deuxième. Il va les inverser et il va également écrire une courte scène, une scène autour d'une ronde de soldats, scène qui n'existait pas dans la version de 1862. Il y a d'autres petites différences aussi, mais voilà les grandes différences entre les 2 versions. Je précise que donc l'Opéra de Paris propose la seconde version, la version de 1869, pas celle de 1862. À une petite, nuance près. Je vous la donne tout de suite parce qu'elle a étonné un certain nombre de spectateurs, elle a inquiété un certain nombre de spectateurs, dont je faisais partie, parce que je n'avais pas été prévenu, lorsque j'ai découvert cette production. En 2019, donc c'était la 2e fois qu'on donnait la production qu'on va donner, l'ouverture, la grande ouverture, n'a pas été donnée au début du spectacle, mais elle a été donnée après le premier acte. Pourquoi? D'abord, Philippe Jordan, qui a proposé ça, le directeur musical à l'époque, n'a rien inventé. Avant lui, Gustave Mahler, et ensuite un grand chef qui était Mitropoulos, avait fait de même. Quel sens a le fait de déplacer la grande ouverture? La grande ouverture est marquée par le grand thème du destin. Or, vous allez voir, on va parler de l'argument, c'est au premier acte que tout se passe, et c'est le premier acte qui conditionne tout le reste. Et en plus, entre le premier et le deuxième acte, il se passe 18 mois. Et donc, l'idée de mettre cette ouverture à la fin du premier acte, c'est de parler d'un temps qui s'est déroulé et, bien évidemment, les conséquences, en quelque sorte, de la tragédie du premier acte qui, également, vont produire leurs fruits. Voilà l'idée de déplacer l'ouverture à la fin du premier acte. Alors, c'est rarissime. Je vous l'ai dit, Mahler l'a fait, Mitropoulos l'a fait, mais la plupart du temps, 9 cas sur 10, les productions sont données avec une ouverture qui a lieu à l'ouverture. Donc, sachez-le, c'est un détail, pas des moindres. Ne soyez pas étonnés quand vous irez entendre la production. L'ouverture est bien là, mais elle a lieu après le premier acte. Je referme la parenthèse. L'argument. Alors, nous sommes au XVIIIe siècle. Nous sommes au XVIIIe siècle et nous sommes chez le marquis de Calatrava. Il a une fille, Leonora. Et Leonora est amoureuse d'un homme qui s'appelle Alvaro. Il se trouve qu'Alvaro a des origines obscures. Il est en plus métis, mulâtre, et donc le marquis de Calatrava ne veut pas de l'union de sa fille Leonora avec Alvaro. Néanmoins, Alvaro rejoint nuitamment Leonora parce qu'ils ont décidé de fuir. Mais Leonora hésite encore. Elle lui dit « Je ne peux pas quitter mon père dans ces conditions, je ne peux pas manquer à l'honneur de ma famille, etc. » Tant et si bien que le marquis de Calatrava est réveillé, qu'il arrive dans la pièce où se trouve Alvaro, il est face à Alvaro, et là, il sort son épée pour affronter Alvaro. Alvaro ne veut pas de cet affrontement,
il a un revolver, il jette le revolver par terre, la balle part de façon accidentelle et tue le marquis de Calatrava. Le marquis de Calatrava, juste avant de mourir, maudit, très important, Alvaro et Leonora avant de s'effondrer. Alvaro et Leonora sont obligés de fuir précipitamment et, acceptons la convention de l'opéra, ils se perdent de vue, ce qui est très important. Fin du premier acte. Deuxième acte, 18 mois ont passé. Nous sommes dans une auberge espagnole, l'auberge Hornechuelos. Et là, nous avons une galerie de petits personnages. Nous avons notamment des gens du peuple, un muletier, Trabuco. Nous avons également quelqu'un qui se fait passer pour un étudiant. Et on a également aussi Preciosia. Preciosia, c'est une gitane, en fait, et qui, en fait, encourage les hommes à s'engager dans l'armée. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte historique très précis. À l'époque, l'Espagne fait la guerre en Italie aux troupes autrichiennes. C'est la guerre de succession d'Autriche qui se passe au XVIIIe siècle. Et donc, l'Espagne est associée en Italie avec les troupes napolitaines face aux Autrichiens. Et donc, en Espagne, Preciosia encourage les hommes à s'engager. C'est un personnage extrêmement pittoresque, nous y reviendrons. Et donc, nous avons cet étudiant. Et très vite, on va découvrir que cet étudiant n'est pas un étudiant, mais qu'il est Don Carlo, le fils du marquis de Calatrava. Depuis 18 mois, il recherche le meurtrier de son père, il veut venger le meurtrier de son père, il veut venger son père et donc tuer le meurtrier de son père, et il veut également tuer Leonora, sa propre sœur, parce qu'il estime qu'elle est responsable de la tragédie qui a eu lieu. Donc il recherche Leonora et Alvaro, et donc il se fait passer pour un étudiant. Mais il se trouve, hasard, que dans cette auberge, il y a également une jeune femme qui se fait passer pour un homme, qui a des habits d'homme, ce n'est autre que Leonora. Et oui, le hasard fait qu'ils se retrouvent, le frère et la sœur se retrouvent dans la même auberge, mais ils ne savent pas l'un et l'autre qu'ils sont là. Sauf que l'étudiant, donc Don Carlo, va raconter une histoire où il se met en scène, sans dire que c'est lui, mais il se met en scène. Il raconte qu'il a rencontré un homme qui lui-même est à la recherche du meurtrier de son père, qui l'a poursuivi, etc., qui ne l'a jamais retrouvé, et que finalement, ce meurtrier est reparti aux Amériques. Aux Amériques? Et oui, parce qu'on va découvrir qu'Alvaro, en fait, à l'origine, est d'origine péruvienne. En fait, il est le fils d'un vice-roi du Pérou et d'une princesse inca. Loin d'avoir une origine obscure, en fait, Alvaro est de son homme, mais personne ne le sait. Je reviens donc à mon histoire. Et donc, ayant raconté ça, Don Carlo, Leonora, qui était dans sa chambre, a entendu tout ce récit. Elle a reconnu son frère et elle se convainc que du coup, Alvaro l'a abandonné, qu'il est reparti aux Amériques et donc il l'a oublié. Elle ne supporte pas cette idée. Et que va donc faire Leonora? Eh bien, elle va, comme souvent dans les opéras romantiques, comme dans le Trouvère, elle va vouloir rentrer dans les ordres. Et donc, elle se présente à un monastère, donc, qui est pas très loin de l'auberge où elle se trouve. Elle frappe à la porte, un frère qui s'appelle Fra Melitone l'accueille et elle demande à parler au père supérieur qui s'appelle Padre Guardiano. Et elle rencontre le père et elle lui dit, voilà mon père, je suis Leonora, fille du marquis de Calatrava, et je veux devenir ermite. M'acceptez-vous? Parce qu'il y a un ermitage dans la grande propriété du monastère, un ermitage, une petite cabane, et donc le père accepte, elle sera là, elle vivra toute sa vie toute seule, elle aura du pain et de l'eau, elle ne côtoiera personne, et donc elle aura toute sa vie pour expier tout simplement la mort de son père. Et donc, elle devient ermite dans ce monastère. Fin du deuxième acte. Au troisième acte, nous sommes en Italie. Nous sommes en Italie, je vous ai expliqué, parce que l'Espagne fait la guerre, elle est alliée aux Napolitains face aux troupes autrichiennes. Et nous sommes donc dans le camp de Velletri. Et là, on apprend qu'Alvaro s'est fait soldat. Il est convaincu que Leonora est morte, et donc, comme il veut mourir lui aussi, il veut s'exposer aux balles ennemies. C'est pour ça qu'il est rentré dans l'armée. C'est un héros pour l'armée, c'est un brigadier qui fait feu de tout bois, qui est toujours en première ligne. Personne ne sait pourquoi, mais lui sait pourquoi, parce qu'il veut y trouver la mort. Et là, il entend des hommes se disputer. Et pour une dette de jeu, un homme est harcelé par 3 autres. Cet homme est sauvé par Alvaro. Ils se jurent fidélité mutuelle. Qui est cet homme? On découvre très vite que c'est Don Carlo, le fils du marquis de Calatrava. Alvaro et son ennemi sont dans la même armée, au même endroit, et ils ne le savent pas. Sauf qu'une bataille s'engage entre les Autrichiens et l'armée hispano-napolitaine. Alvaro est blessé, il pense qu'il va mourir, et il confie
à son nouvel ami, il ne sait pas que c'est Don Carlo, des papiers secrets. Et il lui dit, jamais je te confie ces papiers, si je meurs, tu les brûles, jamais personne ne doit tomber sur ces papiers. Carlo promet. Et tout à coup, alors qu'Alvaro repart, il doit être soigné, Carlo se dit, mais c'est bizarre, cet homme est mulâtre. Ne serait-il pas l'assassin de mon père? Tout à coup, il a un doute. Et donc, il se dit, mais j'ai juré à cet homme que je n'irai pas plonger dans ses papiers. Mais voyons dans la valise si, en dehors des papiers, il y a autre chose. Parce que s'il y a autre chose, je peux regarder puisque je ne serai pas parjure. J'ai promis juste de ne pas regarder les papiers. Et dans cette valise, qu'y trouve-t-il? Un portrait de Léonora. Et là, Carlo comprend que l'homme qui était en face de lui, son ancien ami, n'est autre que le meurtrier de son père. Il attend qu'Alvaro se rétablisse, et là, il va le voir et lui dit, maintenant, nous allons nous battre, tu es le meurtrier de mon père, je vais venger la mort de mon père. Alvaro est obligé d'accepter le défi. À ce moment-là, les hommes, les soldats, empêchent les deux hommes de se battre. Le duel, donc, n'a pas véritablement lieu. Il est remis à plus tard. Deuxième tableau de l'acte 3, qui semble un tableau gratuit, nous y reviendrons longuement, où là, nous avons l'ambiance de la guerre au camp de Velletri. Nous avons notamment des pauvres qui viennent demander la soupe. Nous avons des recrues qui sont scandalisées d'avoir été recrutées parce qu'elles ne veulent pas faire la guerre. Et puis, à côté de ça, cette ambiance tragique, on a de l'autre côté des réjouissances, c'est-à-dire on a des vivandières qui disent aux soldats, vous avez perdu votre mère, vous avez quitté votre famille, ne vous inquiétez pas, on va vous donner du bon temps, etc. Donc, il y a un contraste saisissant dans cette scène entre des éléments tragiques et des éléments un peu pittoresques et un peu burlesques. C'est donc ce tableau qui se termine, apparemment gratuit, par un chant guerrier chanté par Preziosia, que nous retrouvons après le deuxième acte à l'auberge, et elle va chanter un chant guerrier qui s'appelle le Rentemplant. L'acte se termine comme ça. Dernier acte, 15 ans ont passé. 15 ans ont passé et Carlo frappe au monastère où Léonora est ermite. Pourquoi frappe-t-il au monastère? Parce qu'il a retrouvé la trace d'Alvaro, qui, ayant quitté le champ de bataille italien, s'est fait moine. Et où s'est-il fait moine? Dans le monastère où se trouve Léonora en ermite, et il ne le sait pas. Ça fait 15 ans qu'il est dans ce monastère, et il ne sait pas que sa bien-aimée est ermite un peu plus loin. Carlo a donc retrouvé la trace d'Alvaro, qui est devenu frère Raphaël. Il exige donc le duel qui a été remis sur le champ de bataille de Velletri. Alvaro refuse au départ. Il est frère, il ne veut pas se battre. Il explique à Carlo, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas tué ton père volontairement, c'est une tragédie, j'aime ta sœur, donc pourquoi veux-tu que nous nous battions? Carlo lui dit, dette de sang, je veux ce duel. Et finalement, il insulte Alvaro, Alvaro ne le supporte pas, et du coup, il accepte enfin le défi que lui lance Carlo. Le duel a lieu et Carlo est mortellement blessé. Alvaro ne peut accepter, il est frère, il ne peut accepter que Carlo meure dans ces conditions. Il sait qu'il y a un ermitage juste à côté. Il veut que du coup, l'ermite recueille le dernier soupir d'une certaine façon de Carlo. Il frappe à l'ermitage. Et qui ouvre la porte? Léonora, bien sûr, qui reconnaît tout de suite Alvaro. Ils se reconnaissent mutuellement, mais ils n'ont pas le temps de se tomber dans les bras que Alvaro dit à Carlo, j'ai tué ton frère, il est en train de mourir. Léonora court au chevet de son frère. Et là, on entend un cri et on découvre que Carlo, avant d'expirer, a poignardé sa sœur et que Léonora est en train d'expirer. Et du coup, la dernière scène, qui est une très belle scène, Padre Guardiano a rejoint le couple et alors que Carlo est mort, Léonora va mourir réconciliée en quelque sorte, je dirais, avec la vie et avec la mort, et Alvaro également, il va accepter de continuer à vivre d'une certaine façon pour l'expiation et puis peut-être aussi pour la rédemption. Et donc, ces deux personnages qui sont marqués par la vie, l'une meurt réconciliée et l'autre meurt dans la paix, si je puis dire, de l'esprit. Alors, c'est la fin, donc une fin extrêmement douce en quelque sorte, extrêmement spirituelle. Et quand je vous disais que la première version avait une fin différente, c'est que dans la première version, Alvaro se suicidait. Voilà. Donc la fin n'était pas la même. Dans la deuxième version, 69, Alvaro reste en vie et il meurt, il reste vivant et d'une certaine façon apaisé par Padre Guardiano. Voilà l'argument de la force du destin en 4 actes. On voit bien la puissance du destin. Alors, d'abord, que dire? Juste rappeler que la pièce du duc de Rivas est une pièce qui est tragique. On le voit bien, uniformément tragique, qui pratique aussi, qui est donc
pratique la démesure dans l'esprit d'un Victor Hugo. Donc, on est dans une dimension comme ça, plus large, hein, plus grande que nature, en quelque sorte, avec une foultitude de péripéties. Et c'est ça, bien évidemment, qui a intéressé Verdi. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que Saavedra, duc de Rivas, a été inspiré par Don Juan. Si vous regardez les éléments, non seulement le Don Juan de Tirso de Molina, mais également le Don Juan de Molière. Par exemple, la mort du marquis de Calatrava, pour ne citer qu'un exemple, fait beaucoup penser à la mort du commandeur. Et il y a des tas d'autres éléments, si on regarde bien la pièce du duc de Rivas, des tas d'autres éléments qui sont puisés dans le Don Juan. Donc Verdi y a trouvé matière à nourrir son imagination. Je vous lis exactement ce qu'il dit, je pense que ça résume parfaitement l'état d'esprit de Verdi. Le drame est puissant, unique et très vaste. Il me plaît beaucoup et je ne sais si le public le trouvera comme je le trouve, mais il est certain que c'est une chose hors du commun. Et pour cause. Quand on regarde bien la trame de la force du destin, il y a de nombreux thèmes qui sont récurrents dans l'œuvre de Verdi. Ça, c'est absolument fondamental. Premier thème essentiel, c'est la malédiction qui entraîne la damnation. Dans Rigoletto, le duc de Monterone va maudire Rigoletto, et c'est parce qu'il maudit Rigoletto que Gilda va mourir. Inexorable. La malédiction et le destin. Ça, c'est très cher à Verdi. Et puis, la thématique du dessin en général. Deuxième thématique, la thématique de la guerre. Et oui, toujours, on est dans un contexte guerrier qui exacerbe les passions. Et ça permet souvent à Verdi de faire un parallèle, on y reviendra, avec quoi? Le risorgimento italien, c'est-à-dire toute cette guerre menée par les Italiens pour l'unité de leur pays. Troisième thématique centrale, le religieux, la toute-puissance du religieux, spirituel et temporel. On le voit très bien ici dans La force du destin. Autre thématique centrale, le rapport père-fille aussi. On sait que Verdi a perdu en bas âge un petit garçon et une petite fille. Ils avaient tous les deux 1 an et demi. Il s'en est jamais remis. Toute l'œuvre de Verdi est traversée par cette relation père-fille. Or là, elle est très courte. Un acte, un demi-acte. Et pourtant, elle marque toute l'œuvre, puisque Léonora ne se remettra jamais de la mort de son père et d'avoir trahi son père et de la malédiction de son père. Donc même lorsque le père meurt dès le départ, la relation père-fille est absolument fondamentale et conditionne d'une certaine façon tout le reste. Léonora veut absolument expier le meurtre de son père et cette relation-là est absolument fondamentale. Autre thématique centrale qui est absolument essentielle aussi, j'entends juste un téléphone, si on pouvait couper, il y a un téléphone qui est allumé. Merci beaucoup. Autre thématique centrale aussi de La force du destin, c'est le paria, l'idée du paria. Et oui, on remarque souvent que les personnages, c'est très romantique, sont confrontés à quoi? Eh bien, tout simplement aux conventions sociales. Par exemple, typiquement, Violetta, dans la Traviata, hein, aux conventions bourgeoises. Eh bien, là, ici, pourquoi le marquis de Calatrava ne veut pas de cette union de Léonora et d'Alvaro? Parce que, soi-disant, Alvaro est un étranger, est un mulâtre. Il est l'autre. Il ne fait pas partie du clan aristocratique. Et ça, Verdi était très marqué par cette thématique parce qu'on sait qu'il avait une relation avec la Strepponi, Giuseppina Strepponi, et que pendant très longtemps, il ne s'est pas marié avec elle. Et donc, il a été victime, et elle aussi, des candidatons bourgeois qui ne supportaient pas l'idée que Verdi vive maritalement avec Giuseppina Strepponi. Autre thème, qui est aussi un thème, un corollaire, la filiation incertaine. Et oui, une nouvelle fois, Alvaro est le fils d'on ne sait pas qui. On ne sait pas d'où il vient. Eh bien, c'est la même chose dans le Trouvère. Manrico est le fils et le faux fils de la Gitane. Il est finalement le frère du Conte di Luna. Et même chose dans Rigoletto, finalement, la relation de Gilda et de Rigoletto, au départ, les courtisans ne savent pas que Gilda est la fille de Rigoletto. Dans Simon Boccanegra, tout repose aussi sur un problème de filiation caché. On voit aussi cette thématique centrale. Donc, on voit bien que Verdi a choisi ce sujet parce qu'il y a des thématiques absolument fondamentales qu'il souhaitait traiter. Alors après, le travail sur le livret va être un travail extrêmement habile, c'est-à-dire un travail de concision. Il va supprimer des scènes importantes, notamment à l'acte 3, une scène très importante qu'il va supprimer. Il va déplacer d'autres scènes dans le but d'optimiser d'une certaine façon la force dramatique de la pièce du duc de Rivas. Il va notamment, et ça on ne le sait pas suffisamment, Carlo en fait est la synthèse de 3 personnages dans la pièce du duc de Rivas. Carlo, mais aussi son frère, Don Alfonso,
et puis également un étudiant, un vrai étudiant qui s'appelle Pereda. Je vous dis en 2 mots, une scène qui a été supprimée par Verdi, c'est qu'au 3e acte, le duel entre Carlo et Alvaro n'est pas remis en fait. Dans la pièce, il a lieu et Carlo meurt. Ce qui fait qu'au 4e acte, ce n'est pas Carlo qui frappe au monastère, mais le frère de Carlo, Alfonso. Il y a donc une double volonté de vengeance. C'est-à-dire qu'Alfonso va venger la mort de son père et la mort de son frère. Voilà. Dans le livret, tout ça a été condensé. Carlo reste en vie, puisqu'il n'y a pas le duel, et Carlo va synthétiser 3 personnages. Mais surtout, et ça retenez parce que c'est capital, et ça montre le génie dramaturgique de Verdi, en quoi il a renouvelé sa dramaturgie. C'est qu'il va développer 2 personnages qui, dans la pièce, étaient à l'état d'ébauche. Premier personnage, le personnage de Fra Melitone, le moine qui est avec Padre Guardiano. Et il va développer également le personnage de Preziosia. Pourquoi développe-t-il ces 2 personnages? Parce que ces personnages vont donner une coloration spécifique à certaines scènes, leur apportant une couleur locale, un côté pittoresque, mais surtout un côté burlesque. Le personnage de Fra Melitone est un personnage de comédie, c'est un personnage d'opéra bouffe, il préfigure le personnage de Falstaff. Donc on part d'une pièce qui est uniformément tragique et Verdi y introduit des éléments qui permettent le mélange des genres. Et en ça, il s'inspire de qui? Du second grand maître qu'il a, à côté de Victor Hugo, c'est Shakespeare. En fait, avec Verdi, le travail dramaturgique de Verdi et de Piave, nous passons d'une pièce qui était essentiellement hugolienne à une pièce qui devient Hugo-shakespearienne. Et ça, c'est absolument capital. C'est capital parce que ça donne le ton à l'œuvre. Et beaucoup d'observateurs qui disent que l'œuvre manque d'humilité n'ont pas compris les intentions de Verdi, j'y reviendrai plus tard. Mais les intentions de Verdi sont là, le mélange des genres, apporter des scènes qui apparemment sont des scènes gratuites, mais qui apportent une coloration locale, qui donne une dimension, un diaporama, en quelque sorte, qui élargissent d'une certaine façon la perspective. Et je le prouve sur un dernier ajout de Verdi qui est absolument fondamental. Il va rajouter toute une scène qui est le 2e tableau de l'acte 3, qui est apparemment gratuit. Cette scène, il va aller la puiser chez Schiller, dans un texte qui s'appelle « Le camp de Wellenstein ». Pourquoi va-t-il puiser dans ce texte? D'abord parce que ça va rajouter une couleur justement pittoresque et burlesque, ce qu'il souhaitait. Je vous ai décrit ce tableau, vous savez, c'est cette scène de genre où vous avez des mendiants qui viennent demander de la soupe. Vous avez également des recrues qui pestent contre ceux qui les ont recrutés, qui ne veulent pas se battre. Et puis à côté, vous avez une couleur un peu pittoresque avec ces vivandières qui disent aux soldats, ben, écoutez, venez, on va s'amuser ensemble, etc. Donc, et puis il y a le personnage de Preziosia. Tout ça fait qu'on a une scène de genre, et puis en plus, on a le personnage de Fra Melitone qui est venu d'Espagne comme Preziosia sur le champ de bataille italien et qui va faire une espèce de prêche extrêmement empoulé. On croit véritablement, ça anticipe sur le personnage de Falstaff. Donc du coup, tout ça donne une couleur un peu spécifique. C'est pour ça qu'il va puiser dans ce texte. Et puis il y a une deuxième raison capitale, une dimension politique. Car chez Verdi, toute œuvre renvoie un moment ou un autre aux risorgimento italiens. Or, qu'est-ce qui se passe au moment où Verdi écrit La force du destin? 2 ans avant 1861, il y a eu 1859. 1859, c'est la fin de la 2e guerre d'indépendance italienne, où les Italiens alliés à Napoléon III ont conquis un certain nombre de territoires sur les Autrichiens. Le problème, c'est qu'il va y avoir le traité de Villafranca. Et ce traité de Villafranca ne va pas être totalement favorable aux Italiens, puisque les Autrichiens, malgré toutes les défaites, Magenta, Solferino, restent ancrés sur le sol italien. Or, Verdi, en 1861, 2 ans après, alors que le royaume d'Italie est en train de se constituer, qu'un parlement a été créé, il va accepter de devenir député de ce nouveau royaume d'Italie pendant quelques mois, parce qu'il est ami de Cavour, le ministre. Et il va rester quelques mois, et puis au bout de quelques mois, il va tout abandonner. Il va être dégoûté par les politiques, il va être dégoûté par les compromis, et surtout, ce qu'il va dire, c'est tant de sang versé pendant des années pour que finalement l'occupant autrichien soit encore en Vénétie. C'est absolument impensable. Donc, il jette sur la guerre un regard ironique, un regard ironique. Et donc, le camp de Wellenstein, cette scène, va lui permettre justement d'instiller cette ironie, cette déception, ce dépit qu'il peut ressentir
à l'égard de la guerre, de l'inutilité de la guerre. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. Et pourquoi en plus cette bataille de Velletri au XVIIIe siècle lui rappelle le Risorgimento? Parce que l'ennemi est encore autrichien. À un siècle de distance, l'Autrichien, 18e, 19e siècle, est toujours présent sur le sol italien. Donc, cette scène est absolument capitale. Scène apparemment gratuite, mais capitale pour des raisons, je le répète, pittoresques, burlesques et également aussi des raisons politiques. Alors maintenant, qu'est-ce que Verdi va en faire d'un point de vue musical? Il va multiplier les styles, parce que c'est une œuvre qui s'y prête. Donc, il va conjuguer le style dramatique, le style burlesque, le style militaire, le style religieux. Il va reprendre les conventions du genre, récitatif, air, duo, trio, ensemble, chœur, et nous proposer des numéros vocaux absolus d'une splendeur absolue. Il y a un nombre de passages extraordinaires dans La Force du Destin, d'une puissance vocale absolument phénoménale. Donc, on a cette combinaison de styles et on a cette puissance vocale, ces grands numéros vocaux qui, bien évidemment, font toute la grandeur de la force, du destin. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'avec la force, le style verdien évolue. On n'est plus dans le bel canto, on est dans ce que l'on appelle le post-bel canto. À savoir que le bel canto, c'est quoi? C'est le primat de l'hédonisme vocal, de la pureté de la ligne vocale. C'est le style, le legato, la cadence, le respect des cadences, etc. Alors certes, le style verdien vocal est toujours d'une grande élégance. C'est pour ça qu'on parle de post-bel canto, parce qu'il va toujours puiser dans le bel canto la grandeur de la ligne vocale, le raffinement de la ligne. Il n'y a jamais de vulgarité dans la vocalité verdienne. Pour autant, il n'y a plus de fioriture, il n'y a plus de vocalise. On n'est plus dans le chant, comme on dit italien, fiorito, vocalisé. On est dans un chant que l'on appelle un chant spianato en italien, c'est-à-dire plat. Ça ne veut pas dire sans relief. Ça veut juste dire que c'est un chant qui n'est pas ornementé. C'est un chant qui, d'abord et avant tout, souligne la dimension dramatique, la dimension tragique. Verdi disait lui-même, avec beaucoup d'humour, il est vrai, il disait, pour chanter dans La Force du Destin, il ne faut pas forcément maîtriser le solfège, il faut juste avoir du tempérament. Alors, il caricaturait, mais il voulait dire par là que d'abord et avant tout, le primat du drame, le primat du théâtre, et la vocalité s'en ressent. Alors, bien sûr, on a de temps en temps des passages qui encore sont des sens belcantistes. Par exemple, Prezio Sfia, dans ces deux grands airs guerriers, vocalise un tout petit peu, on est un peu encore dans l'esprit belcantiste. Et puis surtout, au troisième acte, vous écouterez bien si vous allez entendre l'œuvre, vous verrez que Carlo a à un moment donné une cabalette. C'est quoi une cabalette? Eh bien, dans la tradition belcantiste, les airs sont divisés en deux. Vous avez une section lente, la cavatine, et une section rapide qui s'appelle la cabalette, où là, l'artiste peut faire montre de toute sa virtuosité. Or, Verdi, volontairement, a gardé la cabalette de Carlo au troisième acte. Pourquoi? Pas pour des raisons d'hédonisme vocal, mais pour des raisons purement dramatiques. Parce que c'est le moment où Carlo s'aperçoit, voit le portrait de Leonora. Et donc, il y a eu tout un passage d'abord méditatif où il essaie de savoir si Alvaro est bien le Alvaro qu'il pensait. Et puis, tout à coup, il a la preuve. Et du coup, il y a une furie qui se dégage. Et donc, la cabalette, l'impulsivité de la cabalette traduit le manque de tempérance, en quelque sorte, de Carlo, ou en tout cas, le trouble dans lequel est plongé le personnage. Donc, la cabalette a une intention dramatico-musicale. Elle n'est pas là pour faire joli, elle n'est pas là pour faire plaisir aux amateurs de bel canto, elle est là pour servir tout simplement le drame. Voilà, alors, il y a aussi bien évidemment cette ouverture, on parle des grands numéros vocaux, bien sûr, et il y a aussi bien sûr cette somptueuse ouverture. À chaque fois qu'on parle de La Force du Destin, on pense à cette grande ouverture qui est peut-être l'ouverture la plus connue de Verdi. Dernier élément, et j'en terminerai là parce que c'est très important. Je l'ai déjà évoqué, mais j'y reviens. Les observateurs critiquent souvent le côté, très profus et en même temps qui manque de continuité de La Force du Destin. Ce manque d'unité, ce mélange des genres. Et donc, souvent, on a coutume de dire que La Force du Destin, la qualité de La Force du Destin ne repose que sur la qualité de l'écriture vocale et aussi orchestrale, mais surtout de la qualité de l'écriture vocale. Or, voilà, je vous lis ce que dit
Verdi, c'est très important de comprendre ses intentions pour justement défendre l'œuvre s'il y a besoin de la défendre, et notamment défendre la dramaturgie. Voilà ce qu'il dit à son imprimeur Ricordi, son éditeur Ricordi, lors d'une représentation qui a eu lieu à Milan en 1869. Voilà ce qu'il dit. Il est vrai qu'il y a public et public, mais tout le monde est capable d'être touché, ému, lorsque le motif existe. Les détails dont vous me parlez m'incitent à des réflexions bien tristes et bien décourageantes pour moi et pour l'art en général. Qu'est-ce qui a véritablement plu dans La Force du Destin? Une ballade? Deux romances? Deux duos? C'est-à-dire des morceaux d'école, mais aucune des scènes qui ont de l'originalité ou du caractère, qui ont du mouvement ou une signification dramatique. Voilà. Et cela, comment dire, illustre parfaitement ce que Verdi disait toujours. Il disait, lorsque je mourrai, je voudrais qu'on ne retienne qu'une chose de moi, c'est que j'ai été un homme de théâtre. Il ne dit pas un grand compositeur, un homme de théâtre. Voilà ce qu'on peut dire globalement de La Force du Destin. Alors, je parlerai ensuite de la mise en scène et j'aurai des extraits à vous proposer. Parlons tout de suite, puisque c'est une œuvre merveilleusement écrite pour les voix, parlons d'abord de la distribution et de la direction musicale. Alors, la direction musicale, je vous propose tout de suite de vous passer du coup, de vous partager un PowerPoint où vous aurez la distribution, comme ça, ce sera plus facile de fixer les idées. Est-ce que vous voyez le document que j'ai partagé? C'est bon? Parfait. Alors, donc, la direction musicale est assurée par Jader Beniamini. Alors, Jader Beniamini, c'est un chef italien qui fera ses débuts à l'Opéra national de Paris. C'est un chef et claveciniste de 41 ans. Pourquoi je dis que clavecini, j'insiste? Parce que, comme par hasard, le grand air d'Alvaro au troisième acte s'ouvre par un solo de clarinette absolument admirable. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, donc Beniamini n'est pas seulement chef d'orchestre, il est aussi claveciniste. Et en fait, c'est un chef qui a dirigé beaucoup l'orchestre de Milan, Giuseppe Verdi, pas de la Scala, mais l'orchestre donc de Milan, Giuseppe Verdi. Et il a eu comme maître Riccardo Chailly, qui est l'actuel directeur musical de la Scala de Milan. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le répertoire verdien, très très bien le répertoire verdien, et donc c'est une chance pour nous de l'accueillir à l'Opéra de Paris. Retenez son nom, Jader Beniamini. Dans la distribution, faut-il faire le chapitre? Anna Netrebko dans le rôle de Leonora, puisque vous avez pris le 15 décembre. Dans le rôle de Don Alvaro, nous avons Russell Thomas. Russell Thomas est un ténor d'une quarantaine d'années, noir américain, qui est en troupe à l'Opéra de Los Angeles. J'y vois un lien avec le fait notamment que notre directeur musical est toujours à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Donc, je pense que l'un explique l'autre. Il connaît donc bien Russell Damel, donc il connaît bien Russell Thomas. C'est un très grand ténor qui a chanté à Berlin notamment le rôle d'Alvaro et qui a triomphé. La presse a été dithyrambique. C'est une voix très puissante. Donc voilà, un nouveau pour l'Opéra de Paris. Retenez son nom, Russell Thomas. Dans le rôle de Don Carlo, notre Ludovic Tesi national, qui sera merveilleux dans ce rôle. Dans le rôle de Padre Guardiano, qui est écrit pour une très belle basse, Ferruccio Furlanetto, qui n'avait pas chanté à l'opéra depuis longtemps, puisque la dernière fois qu'il a chanté chez nous, c'était en 2009, dans Macbeth. Donc depuis, il n'était pas revenu. C'est une très grande basse italienne, Ferruccio Furlanetto. Dans le rôle de Fra Melitone, qui est un rôle de baryton bouffe, ou de baryton basse bouffe, typiquement donc d'extraction bouffe, c'est Nicolas Alaimo. Alors, Alaimo a vraiment l'habitude de chanter chez nous dans ce répertoire, le répertoire rossinien, le répertoire donizetien, donc il est vraiment rodé à ce type de répertoire. La dernière fois qu'il a chanté chez nous, pourtant, c'était dans Simon Boccanegra. Il a été Paolo Albiani en 2018. Et puis, dans le rôle de Preziosia, qui est écrit pour une mezzo, Elena Maximova, la dernière fois qu'elle a chanté chez nous, c'était dans Rigoletto. Elle était Maddalena en 2017. Donc,
à partir du moment où nous avons Anna Netrebko, Ludovic Tézier et Russell Thomas, qui, je répète, va être une très belle découverte, nous avons la distribution idéale pour La force du destin. Alors maintenant, parlons de la mise en scène. C'est une mise en scène absolument splendide. Je vous invite de la découvrir parce que moi, c'est la énième fois que je vais si je puis dire, la redécouvrir. C'est une mise en scène signée donc Jean-Claude Auvray, qui est un metteur en scène français, qui a, pendant quelques années, entre 1973 et 1977, été metteur en scène résident à l'Opéra de Paris, du temps de Liebermann. Et donc, il a eu l'occasion de travailler avec les plus grands. Il a travaillé notamment avec Giorgio Strehler, par exemple. Il a travaillé avec Jean Vilar, Margarita Waldman, etc. Et donc, c'est vraiment un metteur en scène d'une très grande élégance, d'une culture absolument incroyable. Et souvent, les grands metteurs en scène sont des gens qui s'appuient sur une vraie culture, une culture globale, une culture musicale, mais aussi une culture globale, une culture picturale. Et on le voit bien dans sa mise en scène. Parce qu'en fait, sa mise en scène, vous allez voir les images, mais il replace l'action dans le contexte du Risorgimento italien, ce qui est logique, vu ce que je vous ai dit de la dimension politique de l'œuvre. Et là, il va nous proposer une série de toiles peintes, changement de décor à vue, un peu dans l'esprit presque du théâtre de Tréteau, mais ces toiles sont admirablement éclairées. Parfois, on croirait un tableau de Velázquez, donc il y a vraiment une approche picturale chez Jean-Claude Auvray. En tout cas, un vrai sens de l'esthétique, une vraie beauté de la mise en scène. Donc, vraiment, c'est une des plus belles mises en scène que j'ai vues à l'Opéra de Paris depuis des années, d'une grande élégance, qui est faite avec beaucoup de goût, qui est en même temps très colorée dans les scènes justement pittoresques. Les costumes sont chamarrés. Enfin voilà, tout est là pour faire de La force du destin ce grand spectacle que l'on attend, mais un spectacle racé, parce que Verdi est toujours racé, il n'y a jamais de vulgarité, et chez Auvray, il n'y a jamais de vulgarité. Très beau spectacle en perspective, enfin pas en perspective, que vous allez découvrir pour La force du destin. Voilà, alors je vous propose quelques extraits. Le premier, c'est le trailer, donc il y a quelques secondes, et puis ensuite, je vous passerai deux extraits donc, tirés de la reprise de 2019, une scène où on voit Preziosia dans l'acte de l'auberge, qui chante donc le Viva la guerra, et puis ensuite, une très belle scène, un duo de l'acte 3 entre Carlo et Alvaro, au moment où Alvaro a été blessé, donc il confie les papiers à Carlo et qu'il se jure d'une certaine façon, fidélité, etc., que ce sont des amis. Voilà, je vous passe d'abord le trailer. Deuxième extrait, Preziosia. Al son del tamburo, al brillo del corsiero,
troisième extrait, le duo entre Carlo et Alvaro. Voilà, ce très beau passage de l'acte 3, tout en nuance entre Carlo et Alvaro. Voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur cette production, sur Verdi en général, enfin voilà, des questions que vous souhaiterez me poser. J'en ai une. Pourquoi, Martine Bonerias, pourquoi l'œuvre n'est-elle donnée que si peu de fois? Il y en a une version en 1975 et je ne suis pas sûre, à Paris en tout cas, et il n'y en a pas eu d'autres, me semble-t-il, hein, mais je me trompe peut-être avant 2011. Hein. Oui, peut-être justement en raison de sa réputation, c'est-à-dire le fait que c'est une œuvre qui est juste, qui manque d'unité, mais c'est aussi la valeur de cette œuvre et donc qui est difficile à monter. Très difficile de trouver une unité à travers le côté disparate de l'œuvre, difficile pour le chef d'orchestre d'arriver à trouver une unité musicale, et puis difficile aussi, je pense, pour les metteurs en scène. Et puis, il y a aussi autre chose, il y a un côté un peu, j'allais dire, contempteur. C'est que certains, vraiment, je ne dirais pas se pincent le nez, mais considèrent qu'il y a des œuvres plus abouties de Verdi, justement parce que ces œuvres sont mieux unifiées. C'est la raison, c'est le même problème aussi. Alors, le Trouvère a été donné plus souvent que la Force du destin, mais certains observateurs porte le même jugement sur le Trouvère. C'est-à-dire aussi le Trouvère, c'est bien beau, c'est bien sympa, ça chante bien, mais en même temps, qu'est-ce que le livret est art? Donc, il y a ce côté-là, à mon avis, qui joue dans le fait qu'on monte si peu la Force du destin. En tout cas, en France. Alors, parce qu'ailleurs, ce n'est pas vraiment le cas. Ouais. Alors, on le monte de temps en temps en version concert, précisément voilà. parce que c'est très difficile. Enfin, c'est très exigeant, vous l'avez dit vous-même, 3h50 en tracte compris, donc c'est 3 heures de musique. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut un plateau exceptionnel, enfin ça coûte une fortune. Hein. Ouais. Enfin, la Force du destin, ça coûte une fortune à produire. Donc c'est pas évident pour un opéra d'avoir tout ça. Je suis pas sûr que c'est une vocalité, et puis aussi c'est une vocalité qui est très exigeante. Hein. C'est très exigeant, c'est-à-dire que c'est une vocalité qui impose une dimension dramatique très forte. On sait très bien que Verdi, le grand génie de Verdi, c'est aussi d'avoir élargi d'une certaine façon aussi les tessitures, c'est-à-dire que tenant compte justement de la dimension dramatique qui complétait la dimension hédoniste, la dimension belcantiste, on s'aperçoit quand on parle du baryton Verdi, eh bien, on s'aperçoit justement que le baryton Verdi est un baryton, c'est assez spécifique parce qu'il faut en même temps une certaine souplesse de timbre dans l'affiliation belcantiste et puis
en même temps une dimension dramatique. C'est la même chose pour le grand mezzo verdien. Le grand mezzo verdien, il faut ça aussi. Et dans La force du destin, autant dans les œuvres du bel canto verdien, des œuvres encore totalement belcantiste chez Verdi, l'artiste peut se cacher, si je puis dire, se cacher, c'est déjà très difficile, mais derrière sa technique, c'est-à-dire qu'il peut s'appuyer sur sa technique belcantiste pour arriver à se sortir de la difficulté. Alors que dans La force du destin, il faut également une ampleur vocale. C'est-à-dire que pour Leonora, il faut quand même une soprane qui soit un spinto, ce qu'on appelle un spinto italien, c'est-à-dire pas seulement un lyrico, il faut non seulement la dimension extatique quand elle est au couvent, mais il y a aussi la dimension dramatique qu'il faut restituer. Et tout ça, c'est compliqué. La mezzo, c'est la même chose. Preziosia, c'est un rôle assez difficile finalement à chanter. Ne parlons pas Carlo et puis Alvaro. Alvaro, c'est un ténor, c'est écrit pour un ténor, qui est un ténor, il faut un ténor dramatique, ou en tout cas, là aussi, un spinto. Donc tout ça fait que c'est difficile aussi de chanter La force du destin et c'est très difficile de le distribuer. En tout cas, de bien le distribuer. J'ai retrouvé les chanteurs de 1975. Alors, tous ne me sont plus connus, mais Martina Arroyo, évidemment, Oui. là. Piero Capuccini. Oui. Il y avait aussi Kurt Moll, Gabriel Bacchi. Alors, Anna Schwartz, je ne l'ai plus. Si, aussi, ouais. Mais surtout, on retient Kurt Moll, Capuccini, bien sûr. Ça, ce sont des grandes, Martina Arroyo, ce sont des grandes figures du chant. Oui. Et on dit souvent d'ailleurs que Capuccini, on parle de Tézier, mais on dit souvent que Tézier, d'abord dans le répertoire français, dans la grande tradition des grands barytons français, mais que dans le répertoire italien, il fait penser beaucoup notamment à Capuccini. Il est dans la continuité d'un Capuccini, notamment dans son interprétation de Simon Boccanegra, puisque Capuccini était un grand interprète de Simon et que Tézier marche dans les pas de Capuccini là-dessus. Là, la distribution, il faut reconnaître une chose, Netrebko, c'est somptueux. Dans Leonora, ce n'est pas la première fois qu'elle le chante. Elle l'a chanté à Covent Garden avec une distribution exceptionnelle puisqu'il y avait Kaufmann et Tézier. Bon, voilà, la voix est ample, elle a la couleur du timbre qu'il faut. Il ne faut pas un timbre léger, il ne faut pas seulement un timbre extatique, je le répète, il faut un timbre charnu. Il faut un vrai timbre charnu pour donner l'ampleur nécessaire au personnage. D'ailleurs, c'est si vrai que on sait, puisque je ne sais pas si vous me poserez la question de savoir quels sont les grands enregistrements, mais il y avait une très grande interprète de Leonora, qui était la Tebaldi. Tebaldi, qui était soi-disant la grande rivale de Callas, alors qu'elle n'avait pas du tout le même répertoire. Et Callas, c'était le bel canto, elle a redonné ses lettres de noblesse à tout le répertoire belcantiste, alors que la Tebaldi, c'était un soprano spinto, même dramatico, c'est-à-dire quelqu'un qui était plus à son aise dans les rôles de maturité verdienne, dans les rôles pucciniens, dans le répertoire des Richt, etc. Elle n'avait pas du tout le même répertoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Tebaldi était l'interprète merveilleuse de Leonora de La force du destin. Donc, qui montre bien à quel point la tessiture de Leonora est exigeante parce qu'elle convie parfaitement une soprane qui était à son aise dans un répertoire un peu plus lourd et un peu plus dramatique. Ça, c'est très important. D'ailleurs, vous avez un enregistrement sublime que je vous conseille. Ça, je vous le dis, l'enregistrement des enregistrements. C'est une captation sur le vif de 1958 à Naples. C'est historique. La Tebaldi revient après des années d'absence en Italie. Elle était partie au Metropolitan où elle est devenue la star assoluta du Metropolitan. Elle chante à Naples. Le public est chauffé à blanc ce soir-là, chauffée à blanc, et Tebaldi est prodigieuse. Ce qu'elle fait dans Leonora est absolument prodigieux, et elle chante avec Corelli, avec Bastianini et avec Boris Christophe dans le rôle de Padre Guardiano. Donc c'est une distribution, et Capecchi, Renato Capecchi dans le rôle de Fra Meritone. On a une distribution absolument somptueuse, c'est une captation sur le vif, mais sachez que vous avez un enregistrement au disque, et vous avez même une vidéo, vous avez un DVD qui existe de cette production, cette captation de 58 à Naples. Et là, vous voyez toute l'étendue de l'art de la Tebaldi, notamment dans le Pace Pace du 4e acte, qui est absolument incroyable, grand air du 4e acte. Voilà. Grand enregistrement, s'il en est, s'il y en a un à avoir, c'est celui-là. Captation sur le vif, certes, la sonorité n'est pas la même qu'un enregistrement en studio, mais si on veut vraiment comprendre tout l'art de Tebaldi et l'art des autres aussi, parce que Corelli est magnifique aussi, tous sont très très bien, il faut bien évidemment entendre cet enregistrement de 58 à Naples. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-François. Si, c'est le grand. C'est la grande, oui, absolument. C'est extraordinaire. Le public napolitain est égal à lui-même.
Alors, il y a une version pirate. Alors, il y a il y a la version qui a été enregistrée, puis il y a une autre version pirate d'un autre jour, où elle est aussi tout à fait remarquable. Ah, mais c'est de celle-là dont je parle. Moi, je parle de la captation sur le vif. Je parle pas de attention, je ne parle pas du tout de l'enregistrement. Ce n'est pas la même chose. Là, je parle vraiment de la captation sur le vif. Et donc, la vidéo qui existe sur le marché, c'est la captation. C'est celle où on voit le public. Enfin, c'est en noir et blanc. Alors, c'est très. Oui, ça, je m'en souviens de celle-là. Oui. C'est celle-là. Ah, bien sûr, c'est celle-là qu'il faut. Elle est extraordinaire. Et c'est dirigé par un Molinari Pradelli, je crois, de mémoire. Oui. Donc tout ça, c'est ce que je disais, je vous répondais par rapport à l'exigence vocale et au fait que ce n'est pas un hasard si dans Leonora, il faut une voix large, une voix charpentée, et non pas un petit soprano. Il y a eu Caballé aussi, hein, Caballé qui a aussi chanté ce rôle-là merveilleusement bien. Oui, moins bien que le Tebaldi, je suis d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Caballé, elle a développé une facette du personnage. C'est-à-dire que tout dans la dimension extatique, parce qu'il y a cette dimension dans le personnage de Leonora, puisqu'elle est ermite, enfin, etc. Donc, ce côté très religieux, Caballé est merveilleuse. Mais il y manque, me semble-t-il, une dimension, qui est justement cette largeur de timbre qu'il faut pour le personnage de Leonora, aussi dans des passages plus dramatiques. Notamment au premier acte, dans le duo avec Alvaro et tout ça, l'arrivée du marquis de Calatrava, on est dans une dimension qui existe beaucoup plus de largeur. Il y a Leontine Price. Price, voilà. Price est magnifique. Dans la Skippers, dans l'enregistrement de Skippers, elle est magnifique. Price, de toute façon, c'est somptueux. Il y a Price. Il y a aussi une version dirigée par Muti, qui est conseillée aussi parce que c'est une version studio qui est très, en plus, on sait combien Muti adorait Verdi et donc il est très scrupuleux. Donc c'est une version avec notamment Placido Domingo, Dolores Zagic. Freni. Comment? Freni. Freni également, et Zagic et Domingo. Voilà. Et Zancanaro, de mémoire, si je crois qu'il y a Zancanaro. Ouais. Voilà. Qui est aussi une grande version. Mais bon, le top, c'est la captation sur le vif. C'était Bali. Pour moi, c'était Bali. Y a-t-il d'autres questions? Bénédicte. Très bien. Bah, écoutez, merci encore Bruno. Comme d'habitude, c'était passionnant. C'est comme j'ai osé une comparaison en disant voilà, vous êtes comme le maître d'hôtel qui nous annonçait un petit peu le menu et on a tellement entendu tout ça que véritablement on salive avant même de l'avoir goûté. Donc merci encore, c'est un vrai plaisir de vous entendre. Ça va être moi je vais y aller à genoux, hein, revoir cette production. Que ce soit d'ailleurs si vous y allez le 15 avec Netrebko. Mais la série, alors après c'est compliqué avec Pirozzi, la deuxième série avec Pirozzi va être magnifique aussi parce que Pirozzi est une artiste absolument immense, hein. Et d'ailleurs qui chantera comme par hasard, il y a un lien de programmation, elle chantera en janvier dans la reprise du Trouvert. Quand on voit les deux œuvres, je faisais un parallèle, œuvres espagnoles, etc., un certain nombre d'exigences, Pirozzi chante les deux Léonora, en plus elles s'appellent toutes les deux Léonora. Pirozzi chantera la deuxième série de La Force et ensuite chantera Léonora du Trouvert. Donc si vous ne l'entendez pas dans La Force et que vous avez l'occasion d'aller voir la reprise du Trouvert, allez entendre vraiment Pirozzi parce que c'est une très très belle voix, c'est un timbre très rare. Je vous l'avais dit quand je vous avais présenté la saison de Drammatico d'Agilità, ce qu'on appelle Drammatico d'Agilità chez les Italiens, c'est-à-dire c'est un dramatique en même temps d'agilité, donc qui est en même temps à son aise dans le grave et à son aise dans les vocalises, la virtuosité en fait, dans l'agilité en quelque sorte, ce qu'on appelle un Drammatico d'Agilità. C'est vraiment une artiste magnifique, hein, Pirozzi. Elle est spécialiste du répertoire italien. J'ai regardé son pédigré, si je puis dire, et c'est intéressant, c'est rare ces artistes, c'est que quand vous regardez ce qu'elle a fait, elle est spécialisée dans le répertoire italien. Elle ne chante rien d'autre. Elle chante Verdi, Puccini, L'Évériste, et puis elle fait une incursion dans Mozart, parce que c'est italien, la comtesse, mais tout le reste, c'est le répertoire italien, essentiellement Verdi. Elle a chanté tous les plus grands rôles verdiens, donc là aussi, vraiment à découvrir. Anna Pirozzi. Non. Bon, on n'ira peut-être pas à genoux, mais on va se précipiter. Hein. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis au 15 décembre pour ceux qui viendront. Et encore une fois. Et donc, nous verrons Bruno pour Hamlet, hein, qui nous fait une présentation d'Hamlet, où on aura également, pareil, Ludovic Tézier et
fait ça dans le rôle d'Ophélie, donc ça risque d'être aussi tout à fait merveilleux et on ira aussi en se précipitant. Voilà, et d'ici là, merci encore et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.